Reprise de débat. Resuming debate. L'honorable député de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que je partagerai mon temps avec mon excellente députée de Saint-Hyacinthe-Bagot. Je me suis levé en cette Chambre à plusieurs reprises durant les derniers parlements, donc de 2011 à 2015, et particulièrement après 2012, pour parler d'assurance-emploi. La raison est très simple. La réforme qui a été mise en œuvre en janvier 2012 par l'ancien gouvernement conservateur a été extrêmement dommageable pour plusieurs régions du pays, et je vous dirais particulièrement dommageable pour l'Est du Québec et également l'Est du pays, donc les provinces atlantiques. Rappelons que la réforme qui a été mise en œuvre en 2012 instituait de nouvelles catégories de prestataires, incluant des prestataires fréquents, qui devaient accepter, lorsqu'ils tombaient sur l'assurance-emploi, des salaires inférieurs jusqu'à 70% du salaire précédent qu'ils faisaient, s'ils sont des prestataires fréquents. Et évidemment, des prestataires fréquents, on compte bien souvent des gens qui occupent un emploi saisonnier, ce qui est encore bien souvent le cas dans l'Est du pays. On éliminait également dans la loi la définition d'emploi convenable. Donc, auparavant, les gens pouvaient refuser un emploi si ce n'était pas dans leur domaine, dans leurs compétences, dans leur formation. Le gouvernement conservateur a éliminé la définition d'emploi convenable. Alors, si on refusait tout emploi qui ne correspondait pas à sa formation, on pouvait effectivement voir ces prestations être suspendues ou refusées. Le gouvernement précédent a forcé les travailleurs à accepter tout emploi à 100 km de l'endroit où ils habitent. 100 km, c'est une définition variable, que l'on reste en milieu urbain ou que l'on reste en région. Lorsqu'on parle de 100 km, on parle d'une heure de route en circonscription pour un emploi ou en région, pour un emploi qui bien souvent serait à 70% du salaire et évidemment l'essence qui est consommée n'est pas incluse dans le salaire, n'est pas incluse dans les prestations. Alors, bien des travailleurs sont vus forcés de déménager et particulièrement de déménager de municipalités rurales qui sont vues grandement impactées par cette décision. La réforme a également établi, et ça on l'a appris à travers divers articles, diverses publications qui ont été publiées par la suite, on a vu qu'au niveau du traitement de l'assurance-emploi, il y a un système de quotas qui était imposé. Les fonctionnaires sont fait imposer des quotas pour aller récupérer des prestations qui ont été versées auparavant, en trouvant à peu près toutes les excuses pour atteindre ce quota. Et donc, ça a forcé les fonctionnaires qui n'étaient pas, pour la plupart, d'accord avec une telle mesure. Ça les a forcés à faire des inspections extrêmement intrusives. Hein. Ça les a forcés à, bien souvent, prendre un prestataire en défaut pour une technicalité, pour lui refuser ses prestations. Et bien souvent, évidemment, ça touche des gens qui sont parmi les plus vulnérables de notre société, ceux qui viennent de perdre leur emploi. Et finalement, un autre élément qui a été extrêmement dommageable, c'est l'élimination des conseils arbitraux. Les conseils arbitraux, c'était des représentants des partis patronales, syndicales et du gouvernement qui, dans chacune des régions, comprenant les réalités locales, pouvaient servir de tribunal d'appel pour les cas où un prestataire ou une prestatrice, une prestataire plutôt, se voyait refuser l'assurance-emploi. Ces systèmes de conseils arbitraux ont été éliminés, qui fonctionnaient très bien, ont été éliminés pour instituer un tribunal de la sécurité sociale qui a été, jusqu'ici, un échec lamentable. Il faut noter également qu'à l'extérieur de cette réforme bien spécifique qui avait été instituée en 2012, a été imposée par les conservateurs la fin du projet pilote qui permettait de combler partiellement le trou noir. Qu'est-ce que c'est le trou noir? Et j'invite mes amis conservateurs à écouter parce qu'ils ne semblent pas comprendre la réalité en région et dans les régions où on trouve une grande proportion d'emplois saisonniers. C'est que, bien souvent, et je vais prendre l'exemple du Bas-Saint-Laurent, un travailleur doit travailler 720 heures pour avoir accès à l'assurance-emploi. 720. Ça veut dire 18 semaines de travail pour le travail saisonnier en tourisme, en forêt, en acériculture, en agriculture. Pour avoir travaillé 18 semaines, il se voit accorder la permission d'avoir de l'assurance-emploi pendant 21 semaines, qui est le minimum. Non pas le reste de l'année comme on le prétend souvent du côté des conservateurs, mais pour 21 semaines, qui est le minimum. Alors, si vous faites le calcul, 18 semaines plus 21 semaines, on tombe à 39, ce qui veut dire qu'il y a 13 semaines où ce travailleur qui est mis à pied parce que c'est un emploi saisonnier n'a aucune rémunération, n'a aucune possibilité de pouvoir avoir un revenu. Le projet pilote venait combler partiellement ce trou noir dans les régions où on trouve un taux de chômage élevé, où on trouve une grande proportion d'emplois saisonniers. Et c'est le cas, je le répète, dans l'Est du Québec et dans l'Est du pays
grandement. Il n'y a personne qui souhaite plus que moi une diversification de l'économie dans ma région pour que l'économie dépende moins de l'emploi saisonnier, mais à l'heure actuelle, c'est la réalité. Il y a eu des conséquences locales extrêmement importantes et j'ai eu, lors de la mise en œuvre de la réforme, eu l'occasion de faire le tour de ma circonscription et d'organiser des sessions d'information. Que ce soit à Rimouski, à Lac-des-Aigles, à Desjolies, à Pointe-Négamouk. Ces sessions d'information ont regroupé jusqu'à 300 à 400 personnes qui ont subi directement les impacts négatifs de cette réforme. Et ce qu'on a entendu au bout du compte, c'est que la réforme, elle ne touchait pas uniquement les chômeurs, elle touchait également les employeurs. J'ai entendu le député de Carleton parler et de Calgary Foothills auparavant, parler des innovations ou des améliorations qu'on pourrait apporter au programme de formation. Mais présentement, la réforme qui a été instituée en 2012 nuit aux employeurs parce que ceux-ci doivent assumer une grande partie des frais de formation de leurs employés. Former un débroussailleur pour la foresterie coûte environ 10 000 $. Ce travail saisonnier. Ces gens-là se voient obligés, lorsqu'ils se font offrir un emploi, de quitter pour aller ailleurs. Perte nette pour l'employeur, qui doit ensuite réembaucher quelqu'un, le réformer au même prix et le voir quitter également, forcé, parce qu'il ne pourra pas avoir de prestations s'il a une nouvelle offre d'emploi à l'extérieur. Ce sont les histoires que j'ai entendues. J'ai entendu de multiples histoires dans le domaine de la sériculture, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la forêt. J'ai entendu l'histoire d'une ébénisterie à Saint-Jean-de-Dieu, dans ma circonscription, qui auparavant devait fermer ses portes pendant 2 mois, qui ferme toujours ses portes pendant 2 mois parce qu'il n'y a pas de travail pendant ces 2 mois, mais qui s'est vu obligé comme option de payer ses employés pendant ces 2 mois à ne rien faire pour ne pas les perdre. Parce que c'est une main-d'œuvre extrêmement spécialisée. Ce sont tous des éléments que les conservateurs refusent de voir, refusent de constater. Et pour eux autres, les budgets de formation de la main-d'œuvre vont constituer une solution miracle dans des régions où on a une prévalence d'emplois saisonniers. Ça n'a aucun sens. La réforme de l'assurance-emploi est instituée mur à mur à l'ensemble du pays, d'abord et avant tout pour répondre à ce qui était à l'époque une pénurie de main-d'œuvre en Alberta et en Saskatchewan, mais au détriment d'autres régions, comme dans l'est du pays, où on n'a pas du tout la même réalité. Un autre exemple qui a grandement impacté ma communauté, c'est le fait que, par exemple, dans les petites municipalités qui n'ont pas les moyens de payer pour un directeur général ou une directrice générale à temps plein, doivent les employer pendant peut-être 4, 5, 6 mois pendant l'année. Et évidemment, ils tombent sur l'assurance-emploi jusqu'à ce qu'ils puissent retourner et remplir parce qu'il n'y a pas de budget suffisant. J'ai des exemples de petites municipalités qui ont vu leur directrice générale devoir quitter pour aller travailler à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, parce que c'est à moins de 100 km, et c'est toute la culture de la municipalité, c'est toute l'histoire, c'est toutes les connaissances qui partent du même coup. Et la municipalité se voit encore une fois obligée d'embaucher quelqu'un d'autre, de reformer cette personne pour, malheureusement, les voir requitter encore par la suite. Alors, il y a eu des cas dans ma circonscription que l'on a dû traiter, de nombreux cas. Je peux vous dire que depuis la réforme de 2002, c'est 500 personnes, ni plus ni moins que 500 cas que mes employés dans mon bureau à Rimouski, pour l'ensemble des circonscriptions, ont dû accompagner dans leur recours contre le gouvernement par rapport à la perte de leurs prestations. Un cas extrêmement récent que l'on a réussi à résoudre démontre la rigueur excessive avec laquelle la fonction publique fonctionne dans ces cas-ci. Le cas de M. Pierre Bérubé, qui, parce qu'il décidait de quitter son emploi où il était en emploi de saisonnier, avait tenté de pouvoir se partir en affaires, de pouvoir acheter un camion pour pouvoir devenir camionneur. L'assurance-emploi lui a réclamé 5 000 $ entre le temps où il a acheté son camion et la fin de ses prestations, parce qu'il se disait qu'il était prêt à commencer, mais l'investissement en capital qu'il avait effectué ne lui permettait pas de partir en affaires. Il se préparait à le faire. L'assurance-emploi considérait qu'il pouvait commencer immédiatement, et pour quelqu'un qui voulait s'en sortir, on lui a imposé une pénalité de 5 000 $. C'est vraiment les excès dans lesquels les conservateurs nous ont amenés. La motion d'aujourd'hui est extrêmement pertinente parce que les libéraux ont fait énormément d'engagement au niveau de l'assurance-emploi. On connaît l'engagement au niveau de la diminution du délai de carence. Mais ils se sont engagés à annuler la réforme de l'assurance-emploi qui a été imposée par les conservateurs en 2012.
Et ma crainte, Monsieur le Président, on voit déjà des indices que ça se produit, que ce soit chez le ministre de la Famille ou encore le ministre du Revenu national, qui est aussi député de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, qui est grandement affecté. On commence à dire, bien écoutez, on ne verra pas de modification au niveau de l'assurance-emploi significative d'ici 2017, ou peut-être d'ici 2018. Monsieur le Président, les besoins sont maintenant. Les engagements ont été faits. Pas besoin de consultation. On connaît les impacts de la réforme. L'annulation de la réforme peut se faire dès maintenant, et c'est ce que j'encourage le gouvernement à faire, en commençant par voter en faveur de notre motion et de procéder sans plus de délai qu'au prochain budget pour commencer à mettre en œuvre cette annulation de la réforme de l'assurance-emploi. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Question et commentaire. The honourable member for Malpeque. Thank you, Mr. Speaker, and I listened to the members' opposite remarks. But I really want to, through him, go back to a point that was made by the Conservative member from Carleton earlier. I was sitting here almost fuming listening to his remarks, I will say, Mr. Speaker. And the member for Carleton, in talking about the 360 hours, and I disagree with that setting within the NDP motion, but the member for Carleton's remarks were nothing but disingenuous to workers in this country. To claim that the NDP proposal of 360 hours would be paying people not to work. They'd work 9 weeks and draw 50. That's malarkey, Mr. Speaker. But what it goes to show, and I'll ask the member this question, what it goes to show is that it comes from a mentality that existed within the previous government, that if you penalise people enough, you'll force them to work. If you leave them without income, you'll force them to the work. And that's not the mentality that I know the NDP has or this party has. We believe in incentives, and I asked the member opposite, does he feel the same way, that that party over there is disingenuous to workers in this country and they deserve better respect? La députée de Rimouski, Najat Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Je suis entièrement en accord. Il a dit malarkey en anglais, je veux dire c'est du ballonné en français. C'est tout à fait, c'est la désinformation complète de la part des conservateurs de dire que ce qu'on demande, c'est que les gens puissent travailler juste 2 mois pour s'asseoir chez eux à rien faire pendant 10 mois de temps. Premièrement, c'est faux, ça n'arrive pas de cette manière-là, parce que les gens, si on demande 360 heures, donc minimum de 9 semaines, c'est pour accéder à de l'assurance-emploi correspondant aux 9 semaines de salaire. Donc, il n'y aura pas 100 de leur salaire, il y a déjà juste 55 de leur salaire pendant 21 semaines. Et selon même les modes de calcul présentement, ils n'auront pas le plein 55 Alors déjà là, ce que les conservateurs disent, ça n'a aucun sens, c'est la désinformation, et ça vise à faire passer les chômeurs, les gens qui travaillent dans les emplois saisonniers, qui sont mis à pied fréquemment, comme étant des paresseux qui cherchent juste un moyen de pouvoir rester à la maison. Alors je trouve ça extrêmement insultant. D'un autre côté, pour répondre à la question du 360 heures, je pense que c'est une limite qui est raisonnable, et je lui rappellerai que la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-les-Îles, elle s'est engagée en campagne électorale à diminuer le seuil d'accessibilité à 420 heures, qui n'est pas tellement loin. Questions et commentaires. Questions and comments. La députée de Repentigny. Merci, Monsieur le Président. D'abord, laissez-moi vous dire que je suis ravie de constater que le deuxième parti d'opposition revient à la raison sur la question de l'assurance-emploi. Parce qu'en campagne électorale, il proposait plutôt de piger plus de 7 milliards dans la caisse et si jamais ils n'ont plus de copie de leur plateforme, le Bloc québécois pourrait leur en fournir une. Alors j'aimerais que mon collègue m'explique les circonstances qui les ont amenés à faire volte-face. Monsieur le Président, merci. J'aimerais remercier ma collègue de la question. Je pense que je devrais lui faire rencontrer peut-être notre ancien député Yvon Godin, qui était un défenseur acharné non seulement de l'assurance-emploi, mais d'une caisse autonome de l'assurance-emploi, pour laquelle nous nous sommes également battus. Ce qu'elle fait référence, évidemment, ça a été l'argument bidon du Bloc québécois durant la campagne électorale, comme quoi nous voulions piger dans la caisse d'assurance-emploi, ce qui est tout à fait faux. La réalité actuelle, c'est que la caisse d'assurance-emploi se trouve intégrée dans les fonds consolidés du gouvernement fédéral. Nous prévoyons, dans notre plateforme électorale, un surplus supérieur à ce qui était constitué par le surplus de la Caisse d'assurance-emploi. Alors, il n'était pas question qu'on utilise ce surplus-là. On aurait eu un surplus de toute façon. Ce que le Bloc québécois ne comprenait pas, et ce qu'il ne voulait pas comprendre, c'est que nous avions même déposé un projet de loi pour instituer une caisse d'assurance-emploi autonome. Ça a été déposé par mon collègue qui malheureusement a été défait, M. Robert Chisholm. C'était l'intention du NPD et clairement institué dans notre plateforme électorale d'avoir une caisse autonome d'assurance-emploi, ce qui, en passant, n'a pas été le cas pour le gouvernement libéral.
Nous avons le temps pour une brève question et une brève réponse. La députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président, et je vais poser une question rapide, puisque le temps file. Mais je me demandais si mon collègue pensait que... Est-ce que mon collègue souscrirait à une police d'assurance qui assure seulement moins de 4 personnes sur 10 dans le domaine privé? Est-ce que ce serait une police d'assurance qui, à son avis, ferait l'affaire pour la majorité des citoyens et mettre ça en contexte avec l'assurance-emploi, évidemment? La députée de Rimouski, Témiscouata-Labasse. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, c'est une police d'assurance qui ne couvre que très peu de gens. Lorsque les gens perdent leur emploi, et ça a été quelque chose que j'ai vécu dans les circonscriptions, des gens qui ont travaillé, honnêtement, qui ont payé leur cotisation d'assurance-emploi à travers leur travail et qui se retrouvent sans emploi et pour des circonstances particulières, soit par une rigueur excessive de la part de la fonction publique, du service de traitement d'assurance-emploi, et je ne les blâme pas parce que ce sont des directives qu'ils ont reçues du gouvernement, ou d'autres raisons hors de leur contrôle, se sont vus refuser des prestations d'assurance-emploi. Et qui plus est, lorsqu'ils veulent contester, on peut attendre souvent 6, 8 à 10 mois par le tribunal de la sécurité sociale, qui est un vrai fiasco, pour pouvoir même être entendu sur un appel. Alors, le système est brisé présentement. Le gouvernement s'est engagé à renverser la réforme et on les encourage à le faire.